Mm. Voilà. Ok. Alors, on va commencer à décrire cet incroyable parcours d'Albert Kahn qui est né à Marmoutier, il est donc mori monastérien et il est réputé parce que il a été un banquier qui a réussi dans les affaires et en même temps un philanthrope. Et on voulait depuis un certain temps déjà parler de ce personnage en complément de l'histoire de Marmoutier qu'on a déjà évoquée, puisque à Marmoutier, on a la particularité d'avoir des célébrités. On a déjà évoqué il y a quelque temps Alphonse Lévy, qui est aussi de Marmoutier. Et aujourd'hui, donc, on va passer à, au parcours d'Albert Kahn. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, effectivement, Albert Kahn a fait l'objet de nombreuses études. Il a fait l'objet de nombreuses études, notamment euh, avec les travaux de Pierre Katz, qui était aussi de Marmoutier, qui a travaillé énormément sur ce personnage. Et puis, il a eu un nombre incroyable d'articles, aussi bien dans les DNA que dans le Monde. Et puis, au niveau du site Internet sur le judaïsme alsacien, on a repris pas mal d'éléments que vous pourrez trouver aussi pour compléter cet exposé. Et puis, évidemment, il y a le site Internet du musée Albert Kahn de Boulogne, dont on va parler, et qui, lui, décrit vraiment tous les aspects de ce que Albert Kahn a apporté. Ensuite, alors, on va d'abord voir un peu au niveau de la généalogie d'Albert Kahn, qui recouvre une période du XVIIe au XXe siècle, et elle concerne 6 générations qui ont précédé Albert Kahn. Alors, si vous voulez, on peut passer à la suite. Alors, Albert Kahn est né Abraham Kahn en mars 1860 et il est décédé en 40 à Boulogne. Il était l'aîné de 6 enfants, Salomon, Pauline, Bertie, Eugénie et Jules. Et il était issu d'un mariage entre Louis Kahn et Babette Bloch. Louis Kahn était marchand de bestiaux. Euh, il habitait Marmoutier et il est décédé à Marmoutier. Et c'est lui, en tant que marchand de bestiaux, il lui a appris le métier et par ce biais-là, il lui a appris la droiture dans les affaires et le goût du travail. Et on peut noter au sujet de Louis Kahn un élément qui est pas tellement connu. Euh, il était vaguement emparenté avec Georges Mandel. En effet, Georges Mandel est né sous son vrai nom Louis Rothschild et il a abandonné ce nom pour celui de sa mère parce que le nom de Rothschild était un peu encombrant. Sa mère s'appelait Henriette Mandel et elle était née à Marmoutier en 1855 comme fille de Joseph Mandel qui était un farinier originaire de Dauendorf et qui s'était installé à Marmoutier. Et son épouse, justement, elle s'appelait Jeannette Kahn. Elle était originaire de Buxwiller. Or, un certain Aaron Kahn était le frère de cette Jeannette Kahn et il a épousé Pauline Kahn, la sœur de Louis. Et donc, c'était la sœur, c'était donc la tante de notre Albert. En ce qui concerne la famille de sa mère, Babette Bloch, elle était née, elle est de Chervillers et elle était, bon, évidemment, décédée à Marmoutier. Elle était fille d'instituteur et c'est elle qui a donné vraiment le goût de la culture et des arts à Albert. Ensuite, les grands-parents d'Albert, du côté paternel, on voit que le grand-père est de Marmoutier
il était déjà boucher. Et sa grand-mère était d'origine allemande, tandis que du côté de sa mère, on voit que son grand-père était instituteur, et il était de Westhoffen, et sa grand-mère était d'une lignée de commerçants de Chervillers. Ensuite, les arrière-grands-parents, d'un côté, on voit ils étaient bouchers. Ils sont tous de Marmoutier, depuis David Kahn, l'arrière-grand-père, avec son arrière-grand-mère, et de l'autre côté, c'était aussi toute une lignée de bouchers et qui était à Marmoutier. Et du côté de sa mère, on voit qu'ils sont originaires de Westhoffen et de Célestat, et qui sont tous d'une lignée de commerçants, de revendeurs, et surtout d'un côté de Westhoffen et de l'autre côté de Chervillers. Ça, on peut revoir tous ces éléments à tête reposée sur le site. Ensuite, on peut remonter donc à une génération au-dessus encore, puisque Laiser Kahn était né en 1720 à Marmoutier. On voit que donc cette famille Kahn était très implantée à Marmoutier. Et il s'est marié avec Baïle Salmon, qui elle, venait de Stotzheim, et ils sont décédés tous les deux à Marmoutier, où ils s'étaient également mariés. Ensuite, la génération au-dessus encore, c'est Moïse Kahn, qui était, on voit, c'était des gens importants dans la communauté. Il était préposé de la communauté. Il était né en 75 et décédé en 1740 à Marmoutier. Et au-delà encore, Mordechai Jacob Kahn, un aïeul donc d'Albert Kahn, était préposé de la communauté. Il était né en 1650 à Marmoutier et décédé en 1722 à Marmoutier. Et on voit que la maison actuelle du musée de Marmoutier, elle date de cette époque-là, et c'est vers 1710 que la maison abritant aujourd'hui le musée ainsi qu'un mikvé de l'époque était occupée par une famille juive, et c'était l'époque où Mordechai Jacob Kahn était le préposé de la communauté. Ensuite, on va passer donc aux choses sérieuses pour la vie d'Albert Kahn. On va passer en revue sa jeunesse qui a été marquée sous le signe du pragmatisme et de l'instruction. Vous avez une photo de Marmoutier en 1919. C'était une photo qui a été réalisée en autochrome, dont nous parlerons un peu plus tard. Ensuite, en ce qui concerne l'instruction, Albert Kahn, il a reçu une certaine éducation religieuse traditionnelle. Sa famille était juive traditionnaliste, et il a toujours dit, il était attaché à la belle synagogue de Marmoutier que vous voyez à droite, et qui avait été construite en 1822. Il fréquentait aussi l'école primaire juive de Marmoutier, qui était dirigée par un instituteur dont on reparlera, Hercule Heymann, qui sut particulièrement, il avait remarqué les capacités d'Albert, comme d'ailleurs le rabbin de l'époque qui s'appelait Wim Fenn, et qui a soutenu Albert Kahn dans ses études. Et vous voyez à gauche la photo on aperçoit l'école de Marmoutier qui était adossée à la mairie. Ensuite, Albert Kahn a été scolarisé au collège de Saverne en 1873 jusqu'en 1876, et c'était surtout grâce à Hercule Heymann qui l'a vraiment poussé à faire des études, parce qu'il avait une capacité incroyable pour les études. En plus, Hercule Heymann était un lointain parent. Il faut dire aussi que Albert Kahn
quand il allait au collège à Saverne, il faisait le trajet à pied. Ensuite, une photo de Hercule Heimann, ce fameux instituteur, ici en 1900. Hercule Heimann, Albert Kahn lui a apporté un soutien financier discret, mettant même sa maison à Marmoutier à disposition. Et lorsque Hercule Heimann est décédé, il a financé sa pierre tombale. Et c'est vraiment un personnage qui a compté dans la vie d'Albert Kahn. Ensuite, Albert Kahn a acquis le pragmatisme avec son père surtout, parce qu'il l'aidait dans son travail pénible mais formateur de marchand de bestiaux, puisque le travail des marchands de bestiaux impliquait une discipline de vie incroyable. Il y avait des contraintes physiques, non seulement s'occuper des bêtes, mais il fallait les conduire au marché ou chez les clients, et il fallait aussi avoir le sens des négociations. Et on voit dans la photo en bas le marché de bestiaux de Saverne qui a duré de 1791 à 1970, et les marchands de bestiaux de la région et ceux de Marmoutier allaient toutes les semaines au marché de bestiaux de Saverne, et la plupart du temps, ils y allaient à pied. Et donc, Albert Kahn, il savait très bien ce que représentait le trajet entre Marmoutier et Saverne à pied. Malheureusement, sa mère, qui adorait, c'est elle qui lui a inculqué ce goût des arts, est morte en 1870. Et c'est sa tante Reine, qui à l'époque avait 22 ans et qui était la sœur cadette de son père. Et c'est elle qui s'occupa alors de la maison, et la disparition de sa mère a impliqué une adaptation de l'organisation de la vie de la famille. Ensuite, on arrive au déracinement d'Albert Kahn. En effet, en 1876, Louis Kahn, son père, n'était pas optimiste quant à l'avenir de ses enfants dans une Alsace qui était devenue allemande. Il y avait quand même pas mal de juifs alsaciens qui, à cette époque-là, envisageaient de quitter l'Alsace pour ne pas être sous le régime allemand. Les trois plus jeunes enfants, Salomon, Bertie et Jules, furent alors envoyés avec la tante Reine, qui s'occupait d'eux, à Montmédy, dans les Ardennes, où trois de ses neveux étaient déjà installés comme marchands de bestiaux. Abraham, lui, en raison de ses qualités, dont Hercule Heimann avait vraiment insisté, lui, il a été envoyé à Paris dans la famille des banquiers Gouchot, qui était une famille lointaine avec les épouses des cousins justement de Montmédy. Et la famille Gouchot l'a hébergé, et ils lui ont donné un emploi dans le milieu bancaire, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Vous voyez à droite, vous voyez la photo de 1914 où on voit justement la bourse de Paris qui était le domaine de prédilection d'Albert Kahn. Ensuite, on assiste avec Albert Kahn à son ascension culturelle. Il était donc prédisposé aux études, et en 1884, Abraham, c'est à ce moment-là qu'il adopta le prénom d'Albert. En moins de 7 ans, il fut bachelier S lettres et S sciences, ainsi que
licencié en droit. Vous voyez que ses capacités intellectuelles étaient vraiment impressionnantes. Et ce qu'il faut dire, il a bénéficié dès le début du soutien d'un jeune normalien qu'il a rencontré et qui va devenir un ami intime jusqu'à la fin de sa vie, le philosophe Henri Bergson, qui est né en 1859 et décédé en 1941, qui a été prix Nobel de littérature en 1927 et qui a donné ce goût à Albert Kahn euh, pour, euh, pour œuvrer pour la paix mondiale. Ensuite, après l'ascension culturelle, c'est évidemment l'ascension professionnelle. Il fut d'abord employé à la banque à l'échelon le plus bas, comme coursier, qu'on appelait à l'époque saute-ruisseau. Puis, il a été très vite remarqué pour son efficacité. Dès 1881, il grimpa rapidement les échelons grâce à son flair, à ce fameux flair qui a été transmis par son père marchand de bestiaux. C'était un flair extraordinaire pour les affaires et il grimpait les échelons parallèlement à ses études. Il a eu un rôle important dans l'orientation vers les nouveaux marchés, avec notamment les grands investissements coloniaux et les emprunts internationaux des pays en voie d'industrialisation comme le Japon sous l'ère Meiji de 1868 à 1912. Et vous voyez à droite la photo de l'empereur Mutsuhito qui s'appelle justement Meiji. Et c'est ce Japon-là que Albert Kahn a rencontré. Ensuite, on arrive à l'aboutissement professionnel d'Albert Kahn. En effet, à partir de 1884, il n'hésita pas à voyager, en particulier en Afrique du Sud, pour réaliser des investissements, en particulier pour l'exploitation de mines d'or et de diamants. Puis, en 1896, il va au Japon, qui s'industrialisait, et il fait participer la banque à des opérations financières, notamment sur les chemins de fer. Il se lia avec la famille impériale, notamment avec le futur empereur Hirohito. Et avec ce pays qu'il visita plusieurs fois, on verra plus tard, il fut vraiment ébloui par les jardins japonais. Ensuite, à partir de 92, il fut le premier associé de la banque devenu Bucho et Kahn, et il fonda finalement sa propre banque en 1898, rue de Richelieu à Paris. Et on le voit sur la photo ici, au siège de cette banque, 102 rue de Richelieu. Ici, c'est une photo de 1914. On peut dire qu'il a eu une très grande notoriété dans les milieux financiers, économiques et politiques qu'il fréquentait assidûment. Et il a obtenu ainsi des relations dans toutes les sphères de la société. Ensuite, on le voit ici, quand il est au Japon, il est avec un membre de la famille impériale, avec la baronne Motono en 1903 à Tokyo. Il a été vraiment attiré par ce pays et on verra qu'il s'en inspirera beaucoup tout au long de sa vie. Ensuite, en 1895, il avait loué, en 1895, après qu'il ait loué en 93 une propriété à Boulogne, à l'époque c'était 6 quai du 4 septembre, avec un hôtel particulier et des dépendances.
C'était une très belle maison de maître qu'il a acquise. Et avec les dépendances, il va constituer petit à petit le fameux jardin sur 4 hectares que l'on décrira un peu plus tard. Vous voyez, c'est le jardin aujourd'hui qu'on voit vu du ciel. C'est les 4 hectares en plein Boulogne. Euh, C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On peut passer à la diapo suivante. Ici, on voit l'intérieur de cet hôtel particulier qui a été utilisé surtout pour les affaires et puis pour les réunions qu'il va organiser avec un cercle euh, qu'il va créer, on le verra plus tard, un cercle de réflexion sur le monde et sur les pistes qui doivent être découvertes pour arriver à la paix entre les peuples. Il était imprégné par cette idée de réaliser la paix dans le monde. Attendez un instant, je vais juste... Il était vraiment... on verra qu'il s'est beaucoup occupé de ça. Et cette demeure qu'il a acquise lui a permis justement de recevoir les gens comme des personnalités, comme il le souhaitait. Et vous verrez que les personnalités qu'il recevait venaient de tous les bords. Ensuite, il avait aussi d'autres propriétés somptueuses. Il y en avait une en Angleterre, à Carbis Bay. C'est des maisons assez impressionnantes. Et puis, à Cap-Martin, où il allait souvent, et où il a aussi créé un magnifique jardin, comme nous verrons. C'était vraiment de très belles propriétés qu'il a pu s'acquérir grâce à sa fortune. Ensuite, oui, ensuite, ici, on le voit justement à Cap-Martin, sur la Côte d'Azur, où il recevait les invités princiers japonais. Et ce cliché aussi a été pris avec la technique de l'autochrome qui représentait en fait les premières photos couleurs. Ensuite, ce qui est incroyable chez Albert Kahn, c'est qu'il a mis sa fortune au service de l'humanisme. Et nous allons voir successivement sa personnalité. Mais ensuite, on pourra décrire sa vocation utopique et humaniste, et puis découvrir sa passion pour les arts. Comme ici, il a soutenu ce peintre, Mathurin Méheux, qui va d'ailleurs décorer l'autre de ses demeures. Et ici, vous voyez un des tableaux que Albert Kahn a acquis, Les Labours, en 1921. Il était vraiment l'ami des artistes, peintres, sculpteurs et musiciens. On peut passer à la suite. On va voir un peu comment on peut décrire la personnalité d'Albert Kahn. Il avait, comme on l'a déjà évoqué, les qualités ataviques d'un juif rural d'Alsace, avec cette ténacité, cette endurance et ce sens des affaires. Et il a appris le sens de la parole donnée, la confiance en autrui à partir du moment où la parole a été donnée. Et puis, il a aussi eu cette façon de faire la charité en toute discrétion, comme ses parents lui avaient montré. Il avait aussi, il était aussi sous l'influence très directe d'Henri Bergson, qui lui a fait découvrir ce que pourrait représenter une société ouverte
guidé par l'intelligence, l'idéal de la société des nations qui va germer par là, l'idéal des rencontres et du sens du dialogue. Et ça, c'est grâce à Bergson qui va le développer énormément. D'ailleurs, son livre de chevet, Souvenirs entomologiques, de Jean-Henri Fabre, que vous voyez sur la photo, c'était un savant et philosophe, en même temps qu'artiste et poète, tout à la fois. Et c'est pour ça que c'était vraiment un exemple pour Albert Kahn, qui avait un peu qui avait aussi cet amour de toutes ces disciplines et qu'il essayait de les développer au mieux. Il était aussi passionné d'anthropologie et d'ethnologie. C'est pour ça qu'il va se lancer dans de nombreuses découvertes à travers le monde. Et c'était un travailleur acharné. Il était au travail de 5 heures du matin jusqu'à environ minuit. On peut essayer de décrire maintenant sa journée type. On peut passer à la suivante. En effet, sa journée type, avec très peu de loisirs, dès 7 heures, et il faisait avec sa secrétaire une revue de la presse mondiale pour faire une publication, et il s'était levé dès 5 heures. Vers 9 heures, Albert Dutertre, qui était son chauffeur et confident, et en même temps qu'il était un très grand photographe, et qu'il a accompagné pendant 30 ans, c'est lui qui, le matin, le conduit en Delahaye, une voiture de luxe. C'était un des seuls luxes que Albert Kahn s'est permis. Vous voyez la photo à droite, la photo plus bas, je veux dire. C'était une Delahaye et il le conduisait au bureau et puis il le conduisait aussi pour ses voyages quand il ne les faisait pas par avion. Et Albert Dutertre a eu un grand rôle tout au long de sa vie. À 18 heures, en général, il était de retour pour la gestion des fondations dont nous parlerons un peu plus tard aussi. Et là, il travaillait au moins jusqu'à minuit. Il avait de rares loisirs et une vie familiale assez réduite. Il aimait les promenades le dimanche, il visitait peu, mais de temps en temps quand même, sa famille. Il a notamment assisté au mariage de sa sœur Bertie en 1888 à Saint-Mihiel, dans la Meuse, et il va quelquefois à Marmoutier, où il est encore très attaché, et à Saverne, où il était très attaché au collège où il avait passé sa scolarité, et il venait dans ces endroits avec sa belle voiture qui faisait impression. D'ailleurs, il se rend tous les ans à Gérardmer, chez sa tante et chez sa sœur Bertie, et on lui prête, même, il était réputé pour être célibataire, mais on lui prête quand même une liaison avec une proche, Joséphine Ullmann-Netter, et c'est la seule liaison qu'on lui connaît, mais ça n'a pas encore été établi d'une manière certaine. Il adorait les plats que lui préparaient sa sœur et sa tante. Notamment, il adorait il adorait le Münsterkäse, le fromage de Münster, avec des Gschwelti, comme il disait dans ses lettres, avec les pommes de terre vapeur. Et ses parents qui lui préparaient ça, sa tante et sa sœur. Il se contente de peu pour lui-même. Il se contente dans la vie quotidienne, il se contente de très peu, mais pour ses affaires et pour ses activités de bienfaisance, il sait recevoir. Ensuite, en effet, Albert Kahn sent une vocation, il a vraiment une vocation utopique et humaniste pour réunir les peuples, pour réunir les hommes dans le monde entier. En effet, Albert Kahn, dès 1887, avait écrit à Bergson: « Si cela va assez bien en général pour ce qui concerne les affaires,
c'était le cas. Ce n'est pas mon idéal. Aussi ne serais-je heureux, je crois, que le jour où je pourrais alterner mes occupations. Et c'est là où il va se lancer dans toutes ces opérations euh, pour la culture et pour la connaissance. Ensuite, on peut dire en effet que sa fortune est pour lui un point de départ. Il veut mettre en œuvre sa vision utopique et idéaliste du monde et il veut développer les connaissances en favorisant les vocations et les rencontres des élites intellectuelles. Il se consacre, lui, alors à ces fameuses fondations, notamment les bourses de voyage autour du monde, où il envoie des globetrotters, comme on voit sur l'affiche qui leur avait été consacrée au musée Albert Kahn. Il les envoie autour du monde, les opérateurs d'Albert Kahn, qui photographiaient, qui filmaient dans le monde entier. Et il a créé ainsi la société autour du monde et ça lui permettra de constituer ce qu'on appelle les archives de la planète, qui sont une mine de documents que l'on peut encore découvrir aujourd'hui au musée Albert Kahn de Boulogne. Et là, on avait dit donc qu'il a financé toujours aussi en discrétion de nombreuses fondations ou d'organismes, notamment le laboratoire de biologie de Boulogne, le Comité national d'études sociales et politiques, les centres de médecine préventive de Paris et de Strasbourg, le Secours national de Pau-la-Paix, les centres de documentation de l'École normale supérieure, de l'École polytechnique et de diverses universités, des bourses pour les enfants nécessités doués. Voilà son attachement au Collège de Saverne, puisque ça leur était destiné. On voit que des activités incroyables pour cet homme qui s'y est consacré pleinement. Ensuite, tu vois le diapo? Comment? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est la bonne diapo. Oui. Bergson a soutenu immédiatement le projet des bourses de voyage. Ainsi, il les présentait comme ça. Quand un jeune homme a passé 1 an ou 2 à l'étranger, il rentre chez lui avec des souvenirs, des amitiés, et il devient un véritable centre de propagation de la compréhension et de la sympathie pour le peuple qu'il a rencontré. C'était toute sa vie, ça. Et là, on voit sur la photo une rencontre comme ça de ce type avec un opérateur. Ces opérateurs qui étaient en général des étudiants de l'enseignement supérieur qui l'envoyaient ainsi donc, découvrir le monde. Ici, on voit une rencontre à Shanghai. Ensuite, qu'est-ce que c'était que ces bourses de voyage autour du monde? Elles ont été créées en 1898 sous l'égide de l'Université de Paris pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Oubliez tout ce que vous avez appris, gardez les yeux ouverts. C'était la devise de ces bourses de voyage. Il s'agissait de voyages de 15 mois dans le monde. En particulier, ils sont allés aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Indochine, à Singapour, aux Indes, l'Égypte, Athènes, Constantinople, la Russie. On découvre tout ça. L'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. En tout, de 1898 à 1931, ils furent 72 Français à en bénéficier, 48 hommes et 24 femmes, c'est à souligner pour l'époque, ainsi que 73 boursiers étrangers, dont 18 japonais, 17 allemands, 21 anglais, 15 américains et 2 russes. Et sur la photo de droite, vous voyez Helen Power, qui était une des lauréates britanniques en 1920. Ensuite, il a créé
la société autour du monde, en 1902, les premiers boursiers c'est parti de là, donnaient des conférences où ils rendaient compte de leur voyage, où ils présentaient aussi la situation des pays traversés. Albert Kahn, alors, aménagea, comme on l'a vu, une partie de ses locaux de Boulogne pour la société appelée le Cercle, où on refaisait le monde pour aller vers un monde de paix. Et vous voyez en dessous le logo de cette société qui rappelle un peu la Société des Nations, le logo de la Société des Nations. Et là aussi, outre les étudiants qui venaient présenter le résultat de leur voyage, il y avait de nombreux invités comme Raymond Poincaré, Anatole France, Rudyard Kipling, Albert Einstein, j'en oublie, Marie Curie, André Gide, Bergson, bien sûr, Colette, Paul Valéry, Louis Lumière, et des personnalités aussi comme la reine Elisabeth de Belgique. Vous voyez dans la photo à droite Vincent Auriol, qui a été président de la République. C'est ce cercle d'études et de réflexion en vue d'une coopération intellectuelle internationale qui sera d'ailleurs, grâce à Bergson, qui sera à l'origine de l'UNESCO. Bergson disait d'ailleurs au sujet de ce cercle d'études, si jamais, grâce au travail qui se poursuit à Genève, la société humaine arrive à prendre corps, on dira peut-être que le cercle de Boulogne avait quelque chose pour lui préparer une âme. Ensuite, ici, on peut voir un peu quelques photos avec ce système d'autochrome qu'il a utilisé, où il photographiait les plus grands invités qui venaient au cercle. Ici, on voit à gauche, c'est Paul Appel, qui était né d'ailleurs à Strasbourg en 1835 et qui est décédé à Paris en 1930. Et c'est lui le fondateur du Secours national, et il a soutenu de toutes ses forces le projet de la Société des Nations. Un instant. À droite, vous voyez la photo du général Gouraud, qui était un général très connu. Il a fait les guerres coloniales, puis il fréquentait aussi le cercle de Boulogne. Ensuite, il y a des invités un peu curieux que certainement il n'aurait plus invité par la suite, puisqu'il s'agit à gauche de l'amiral Darlan et à droite carrément du maréchal Pétain. Ensuite, ici on voit Thomas Mann qui était un écrivain allemand et qui avait quitté l'Allemagne en 1933 pour fuir le nazisme. Et à droite, vous voyez donc le grand rabbin de Paris, Jacques-Henri Dreyfus, qui était aussi invité chez Albert Kahn. D'ailleurs, c'était le fils du rabbin Dreyfus de Saverne. Ensuite, ici, vous voyez à gauche Colette, qui était né en 1873 et décédé en 1954, qui était un écrivain connu. Il était notamment connu pour toute la série des aventures de Claudine. Et à droite, vous voyez, c'est la photo de Jeanne Bergson. C'était la fille de Henri Bergson. C'était une artiste peintre et une sculptrice, mais elle était sourde et muette. Ensuite, on arrive aux archives de la planète, qui sont quelque chose d'extraordinaire. C'est en 1909, suite à un tour du monde, que Albert Kahn a décidé de concrétiser ce projet utopiste de créer les archives de la planète. Il a recruté des photographes et des caméramens chargés de
de saisir tous les aspects des us et coutumes qu'ils découvraient lors de leur mission. L'ambition du projet l'a amené à confier à partir de 1912 la direction scientifique au géographe et ami toulousain Jean Brune, initiateur en France de la géographie humaine. Il avait d'ailleurs une chaire au Collège de France en 1910 et le résultat fut éloquent. Il favorisa d'ailleurs par ce biais la création d'importants centres de documentation pour les grandes écoles. Et à droite, vous voyez la photo de Jean Brune aussi pris en autochrome. Ensuite, ces images étaient destinées pour décrire un monde en paix. Il fallait connaître le monde pour mieux le comprendre. Et deux inventions nouvelles des frères Lumière ont été mises en contribution, le cinématographe en 1895 et l'autochrome précisément, les premières photos couleurs qui vont révolutionner les reportages photographiques grâce à une technique qui a été utilisée un certain temps mais qui a été abandonnée par la suite. Entre 1909 et 1931, on voit d'ailleurs à gauche les frères Lumière qui venaient aussi d'ailleurs au cercle de Boulogne. Entre 1909 et 1931, Albert Kahn a été passionné par les nouvelles techniques et a ainsi financé des campagnes photographiques et cinématographiques dans une cinquantaine de pays. Ceux d'Europe et d'Asie sont majoritaires et ces archives de la planète constituent les collections de l'actuel musée Albert Kahn. Ensuite, le résultat, c'est plus de 100 000 photographies et 180 km de films. On voit ici des photos autochromes qui ont été prises à Jérusalem, les murailles de Jérusalem en 1925 à gauche, et puis en dessous le mont des Oliviers aussi en 1925. Et vous voyez ce que donnaient ces premières photos couleurs en autochrome. Et à droite, on voit une photo tirée d'un film, l'inauguration de l'Université hébraïque de Jérusalem en 1925. Ensuite, comme on l'a dit, il a eu vraiment un coup de cœur pour le Japon qui a été filmé sous tous ses angles. Et puis ici, on voit un cliché qu'il a pu réaliser pour prendre en photo la famille impériale du Japon en 1920. Ensuite, il voulait découvrir le Japon sous tous ses angles. Et ici, il découvre la culture japonaise avec son théâtre aussi qui est très célèbre. C'est des clichés pris sur le vif, c'était des représentations théâtrales qui ont permis de réaliser ces photos. Ensuite, on trouve des photos magnifiques qui ont été ramenées des quatre coins du monde. On ne peut pas les montrer toutes, mais ici, on voit la beauté de ces photos avec à gauche les costumes traditionnels à Tonkin au Vietnam en 1913 et à droite un lama bouddhiste à Beijing en Chine en 1913. C'est vraiment des photos qui sont devenues des documents qui sont utilisés aujourd'hui et qui reflètent ce que c'étaient ces pays à cette époque. Ensuite, on a un autre exemple ici avec des belles photos où on fait bien ressortir les couleurs, comme ici, ces costumes traditionnels en Grèce en 1913. J'ai pris quelques exemples, mais il y en a tellement que ça prendrait beaucoup plus de temps. Ensuite, encore un exemple ici, une photo assez originale. On voit un tirailleur sénégalais au Maroc en 1913, et puis une vue assez étonnante de Istanbul, où il y avait un quartier qui était construit avec des maisons en bois en 1912. Comme ça, on trouve dans ces archives des documents vraiment étonnants qui montrent un peu comment vivaient les gens à cette époque
et c'est vraiment des témoignages qui sont encore exploités aujourd'hui. Ensuite, ici, on voit un jeune garçon à Djibouti en 1913 qui revient de la pêche. Et puis, à droite, une réunion de femmes au Bénin en 1930. C'est des documents assez exceptionnels qui font la fierté du musée Albert Kahn. Ensuite, il n'oublie pas la France, puisqu'il envoie aussi ses photographes dans toutes les régions de la France. Et il est bien sûr attaché à l'Alsace. Et ici, on voit des Alsaciennes qui ont été prises en photo en 1920. Et puis, le cliché de droite, c'est Strasbourg en 1918, lorsque l'Alsace est redevenue française. Et on voit que Strasbourg, on retrouvait les drapeaux bleu, blanc, rouge. Ensuite, il va dans toutes les régions, comme je vous ai dit, ici à gauche, les Basses-Pyrénées en 1920, et puis une vue de Plougastel en 1912. On voit que c'est ces photos-là qui sont de vrais documents qui montrent les traditions populaires dans ces régions. Ensuite, et c'est aussi des témoignages de l'époque, comme ici, on voit Paris et l'hôtel de ville en 1919 décoré pour le 14 juillet. C'est vraiment des photos étonnantes. Ensuite, il a mis sa fortune au service de l'art et de la culture. Et puis pour lui, l'art et la culture favorisent l'harmonie entre les hommes. C'est un des éléments qui rapproche les hommes. Il était l'ami des artistes, comme ce célèbre sculpteur Auguste Rodin, auquel il fit des commandes somptueuses, car il admirait le personnage et ses œuvres, comme ici le penseur de Rodin. Mais il lui avait commandé lui-même une célèbre sculpture, La main de Dieu. C'était pas celle de Madonna, mais c'était celle de Rodin. De Maradona, je dirais, excusez-moi. Ensuite, il avait deux passions. On a déjà parlé des jardins, mais il avait aussi la passion de la musique. Il était passionné par les opéras de Wagner et il se rendait tous les ans à Bayreuth, souvent avec Rodin d'ailleurs, avec le sculpteur Rodin qui était aussi très axé là-dessus. Et il fit venir régulièrement les fameux concerts colonnes qui ont existé très longtemps à Boulogne. Et il est devenu un ami d'Édouard Colonne, le chef d'orchestre et le fondateur de ces concerts colonnes qui ont duré encore jusqu'au XXe siècle. Et il était aussi très lié avec le compositeur d'origine espagnole, Manuel de Falla, que vous voyez en bas, qui avait écrit notamment Amour sorcier, Tricorne, qui devint également l'un des proches d'Albert Kahn, et il lui donna même des cours de piano alors qu'il était âgé de 50 ans. Il était vraiment très attiré par la musique. Ensuite, sa grande passion, c'était pour les jardins. À l'image, pour lui, les beaux jardins, c'était l'image d'un monde en paix. Et il s'est installé en 1893 à Boulogne et il y avait déjà un jardin à cette époque-là. Et ses voyages au Japon lui ont fait découvrir la splendeur de ces jardins. Et il a été subjugué par la beauté des paysages, par la sérénité qui s'en dégage. Et c'est pourquoi il a décidé d'aménager près de 4 hectares de jardin existant finalement dans sa propriété sous la conduite paysagiste le plus célèbre de l'époque et qui s'appelait Eugène Denis. Vous voyez à droite une vue un peu du jardin japonais. Ensuite,
on peut passer en revue rapidement les principaux jardins. Ici, le jardin japonais qui s'étend sur 7400 mètres carrés et il a été réaménagé en 1989 par les Hauts-de-Seine. Et vous voyez les magnifiques cerisiers en fleurs qui font aussi la fierté de ce jardin. Et puis, le village japonais où il a fait vraiment la reconstitution des fameuses et traditionnelles maisons japonaises. Ensuite, Inspiration Giverny. la photo. Oui. Et là, vous voyez une vue d'ensemble de ce jardin qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous avez dit, Martin? Ça me rappelle Giverny avec le pont Oui, japonais. Oui, c'est tout à fait. Il a reconstitué vraiment le jardin japonais traditionnel tel qu'on le voit au Japon. Et il s'est accroché à tous les détails. Ensuite, la diapo suivante, on voit justement une maison japonaise à l'époque, quand elle a été construite à Boulogne. Et dans le cliché suivant, on voit comment elle a été restaurée aujourd'hui. On peut passer à la suivante. La diapo suivante, elle montre la même maison qui a été restaurée et qui a été aménagée avec le jardin tout autour. On peut passer à la suite. Et ce qui est aussi assez extraordinaire là-bas, il a importé des éléments rares, comme ces érables du Japon. Il n'a pas hésité à utiliser vraiment les éléments qui constituent ce jardin japonais comme les autres jardins que nous pouvons voir maintenant. On peut passer à la suite. Dans ces jardins, la serre monumentale qui contient une palmeraie et des plantes rares, notamment exotiques, et qui se trouve devant le jardin français, comme vous voyez, le jardin français avec ces lignes rectangulaires, ces lignes géométriques qui ont été également reconstituées. Ensuite, le jardin français, il s'étend sur 1600 mètres carrés et a été réalisé aussi par le grand spécialiste dans ce domaine, Henri-Achille Duchesne. Et vous voyez, c'est vraiment des jardins assez exceptionnels et c'est un plaisir de s'y promener. Ensuite, je voulais juste encore, dans la diapo suivante, montrer quelques autres jardins. Vous voyez la forêt dorée avec ses bouleaux, la forêt bleue avec des cèdres de l'Atlas, le jardin et cottage anglais, ainsi que les marais nénuphars, avec les nénuphars, les roseaux. Et il a été aussi séduit par ces fameux jardins anglais. Et on peut passer à la photo suivante, où on voit justement des détails du jardin anglais, avec ces belles pelouses qui sont célèbres. Ensuite, son attachement pour les Vosges, bien sûr, s'exprime dans ce jardin. Il a reconstitué la grange vosgienne et puis la célèbre forêt vosgienne qui a été reconstituée vraiment d'une façon méticuleuse. Il voulait se ressourcer dans les Vosges de son enfance. Ensuite, on voit ici la forêt reconstituée sous un autre angle. Ensuite, alors là, c'est autre chose. Il connaît ses premières désillusions quand arrive le conflit de 14-18 et il présente un véritable reportage
sur les dégâts de la guerre grâce à son système de photographie. Il envoie toujours ses photographes qui filment la guerre, qui prennent des clichés assez symboliques de ce qu'était la guerre, comme ici les destructions. Là, c'était en Belgique. Et à droite, le désespoir qui est la conséquence de ces destructions. Ensuite, il décrit le quotidien de la guerre, ici avec la vie terrible dans les tranchées, et puis les blessés défigurés, estropiés, qui ont été la conséquence de cette guerre. C'est vraiment des clichés aussi qui sont de vrais documents. Ensuite, on voit qu'il gardait l'espoir malgré tout, avec cette photo de la libération de l'Alsace. L'espoir renaît avec la création en 1919 de la Société des Nations à Genève et de la Commission internationale de coopération intellectuelle présidée en 1921 par Bergson lui-même et qui concrétisa leur rêve commun qui aboutira d'ailleurs en 1946 à la création de l'UNESCO. Ensuite, on arrive au coup d'arrêt. En effet, la crise boursière de 1929 porta un coup fatal à sa fortune, d'autant plus qu'il se démenait pour sauver ses fondations, quitte à se priver lui-même, mais sa fortune est presque totalement immobilisée dans ses propriétés foncières. Il n'a donc pas de liquidité pour rembourser ses créanciers. Alors, ses biens furent saisis et le vieil homme assista en plus, effaré, à la montée du nazisme entre 1936 et 1939. Entre 1936 et 1939, la préfecture de la Seine a racheté la propriété et les archives. Albert Kahn garda le seul usufruit, simplement l'usufruit de sa villa de Boulogne, et il est mort le 14 novembre 1940. En 1968, le département des Hauts-de-Seine acquit le site et celui-ci se transforma progressivement en un musée, mais la reconnaissance de cette personnalité fut tardive. Ici, on le voit encore une dernière fois au jardin du Cap Martin, c'était vers 1937, avant que sa vie se termine dans des conditions difficiles. Ensuite, on le voit ici dans son jardin à Boulogne, encore interviewé en 1938. Là, on voit déjà que c'est un vieil homme qui a beaucoup de misère sur lui. Ensuite, au cimetière, il a été enterré au cimetière de Boulogne-Billancourt. Et la seule inscription qui est sur la pierre tombale, c'est fondateur des voyages autour du monde, créateur du jardin japonais et forêt vosgienne de Boulogne, 1860-1940. C'est une pierre tombale très simple. Ensuite, il a quand même eu une place à Paris, la place Albert Kahn, dans le 18e arrondissement. Elle a été inaugurée en 1965. Ensuite, on trouve à la Sorbonne une plaque commémorative, puisqu'il a beaucoup travaillé pour l'université, une plaque commémorative posée dans le hall de l'université en 1995, qui comporte son nom parmi les plus prestigieux bienfaiteurs de la Sorbonne. Ensuite, il y a des prix qui ont été organisés à sa mémoire, notamment l'association Planète Albert Kahn à Paris a créé en 2009 le prix international Planète Albert Kahn, PIPAC, pour récompenser un photographe exerçant son métier comme le souhaitait Albert Kahn, pour promouvoir paix et dialogue entre les peuples. Et plus récemment, et c'est ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est les rencontres photographiques des amis du musée Albert Kahn à Macles depuis 2017 et organisées pour accorder les bourses des amis du musée Albert Kahn, une valeur de 6 000 € chacune, pour perpétuer la démarche justement documentaire et humaniste d'Albert Kahn. À gauche, vous voyez, il y a un timbre qui évoque les jardins Albert Kahn. Il a été émis
le 24 avril 2006 lors du Salon du Timbre. Et on voit qu'il a donné lieu à un timbre d'autres jardins également. La diapo suivante. Voilà qu'il a été imprimé pour d'autres jardins en France et ça a donné lieu à ces très beaux timbres de cette époque. Ensuite, il faut bien sûr évoquer le musée départemental Albert Kahn. C'est en 1986 que le site fut transformé petit à petit en ce magnifique musée départemental. Il a été labellisé Musée de France en 2002. Vous voyez sur cette image, on voit la disposition des différentes forêts, la forêt vosgienne, le marais, la plaine forêt, la prairie et la forêt dorée, la forêt bleue, le jardin anglais, le jardin français, le village et le beau jardin japonais. C'est vraiment important d'aller voir ce jardin et de visiter ce musée, musée et jardin à Boulogne-Billancourt. Et je pense qu'il serait peut-être même intéressant que nous organisions une fois avec le consistoire ou avec le comité ou avec le musée un voyage là-bas pour découvrir ce magnifique musée qui donne une documentation incroyable. La diapo suivante. Le souvenir d'Albert Kahn, bien sûr, est également évoqué dans l'une des salles sur le judaïsme alsacien du musée de Marmoutier, avec bien sûr le soutien de la mairie. Et je sais que le musée veut développer aussi ce thème sur le parcours d'Albert Kahn. Et on a déjà au musée des différents documents qui sont présentés. Voilà ce qu'a été ce parcours d'Albert Kahn. Et je vous remercie pour votre attention. Alain, merci énormément. C'était vraiment magnifique. Vraiment merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, j'espère que c'était passionnant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. On a dépassé un peu le temps. Non, c'est bon. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ton idée, organiser un voyage là-bas. Ce serait vraiment une sortie à organiser. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à voir là-bas. Absolument. Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que les membres des Amis du musée de Marmoutier seraient partants aussi. Hein. Oui, justement, on pourrait organiser quelque chose vraiment pour aller découvrir ce musée vraiment. Mais il faut y aller à un moment où on peut vraiment aussi découvrir les jardins qui sont vraiment exceptionnels. Il faut commencer à Marmoutier et après continuer par le Japon. Ça serait un bon voyage pour notre groupe. On termine chez toi, Martin. D'accord, on le fera. Et finir par l'Angleterre, vous venez visiter les jardins anglais. Oui. On a un aperçu à Boulogne. Yoav, je peux juste rajouter quelque chose? Oui. Oh, oui, je voulais juste dire que l'espace éducatif intercommunal de Marmoutier, qui regroupe 5 villages, va s'appeler Espace éducatif intercommunal Albert Kahn. Donc, on va dédier le... Très bonne nouvelle. On en a parlé avec le maire et il m'avait dit... Une petite maquette de la sculpture qui va être réalisée. Voilà. D'accord. C'est super. Et ça va être réalisé quand? Quel moment ça va être inauguré? Je pense que ça va être vers l'été, printemps-été, là. Avec l'inauguration de l'ensemble du site. Super. Très, très bien. Bon, je vois que Marmoutier est vraiment produit des personnalités. Non, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir un lieu qui évoque Albert Kahn à Marmoutier, c'est quand même normal. Hein. Le berceau. Le berceau d'Albert Kahn. Et en plus, il y était très attaché. Alain, encore une fois, merci beaucoup pour ton travail. Merci beaucoup. Très bien présenté. Très impressionnant. Oui. Je suis ailleurs. Voilà. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Ça marche. Quel est le sujet? Et ça va être surprise. Ça va être avec les grands rabbins et Claude Ayman. Ah bon. 2 grands rabbins. Voilà. Merci.
Bonne semaine à vous tous. Et à très bientôt.